Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est l'heure de 64 débats. La démocratie américaine résistera-t-elle au populisme ou plutôt, pour être précis, au Trumpisme? Le président des États-Unis malmène les institutions, il impose ses volontés au détriment du droit. Peut-on pour autant parler de dérive autoritaire? Pas si simple, vous allez le voir, on en parle avec nos invités. Elisa Schell, bonsoir, soyez la bienvenue. Vous êtes spécialiste des États-Unis, professeur de sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre en région parisienne et autrice du livre « La démocratie à l'épreuve du populisme » avec donc ce sous-titre « Les leçons du Trumpisme ». C'est aux éditions Odile Jacob. Catherine Fieschi, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des populismes, politologue, autrice de l'ouvrage « Populocratie ». C'est aux éditions Agenda Publishing. Et puis, en direct de New York, notre correspondante Elisabeth Guedel. Merci beaucoup d'être avec nous, Elisabeth. On vous retrouve dans quelques instants. Elisa Schell, les mots sont importants. On le découvre et on le redécouvre dans votre livre. C'est quoi, au juste, le Trumpisme? Comment pourrait-on le définir? Alors le Trumpisme, c'est une combinaison d'éléments ancrés dans l'histoire américaine, mise à la sauce réseaux sociaux, si on peut dire. Donc on a chez Trump à la fois une critique de l'establishment, on a une politique de l'immédiateté, de la force de la volonté, faire triompher le peuple contre les élites corrompues. De ne pas s'embarrasser de certaines étapes, d'une bureaucratie. Oui, c'est ça. C'est contre les lenteurs de la démocratie et de la bureaucratie, l'efficacité de la volonté pour faire triompher le peuple face à la bureaucratie qui entrave sa vie quotidienne. Donc ça fait partie des éléments du Trumpisme. Et puis il y a aussi la dimension messianique qui est importante, la dimension religieuse qui est typiquement américaine, qui auréole le charisme de Trump d'une sorte de religiosité, de croyance en une forme de retour du Messie. Ça fait partie de la droite religieuse, la droite religieuse américaine. C'est clairement un populisme, le Trumpisme, selon vous? Oui, je crois que c'est clairement un populisme. Maintenant, il est évident qu'une fois que les populistes accèdent au pouvoir, ils sont parfois tentés de se transformer. Je pense que le populisme marche mieux quand on est dans l'opposition. Et puis une fois qu'on accède au pouvoir, qu'on a les mains sur les leviers des institutions, on peut les transformer, on peut faire repousser un peu les limites du pouvoir exécutif. Et j'ajouterais aussi que ce qui en fait un populisme, c'est sa défiance, non seulement par rapport à la bureaucratie, ce qui est très juste, et aux lenteurs de la bureaucratie, mais aussi sa défiance par rapport à la démocratie représentative. C'est-à-dire vraiment passer outre la représentation pour une relation beaucoup plus directe avec le peuple, à travers les réseaux sociaux, à travers certains médias, dans la façon de s'exprimer, une façon populaire pour faire donc du populisme. Et on va continuer à décliner, bien entendu, ce qu'on entend par Trumpisme. Elisabeth, dans votre observation de terrain pour TV5 Monde notamment, est-ce que vous sentez que l'attaque des institutions décrite dans le livre d'Elisa Schell, est-ce que vous sentez qu'elle est vraiment effective? Est-ce que vous avez des exemples concrets pour nous? Oui, Donald Trump attaque les institutions. Il teste en fait en permanence les limites de la Constitution américaine qui est fondée, faut bien le rappeler, sur l'équilibre des pouvoirs, sur les contre-pouvoirs entre le pouvoir fédéral et le pouvoir des États américains, entre les trois exécutifs, législatifs et judiciaires. Donc il teste en permanence ces limites. Il faut bien aussi se souvenir que si les élus républicains du Congrès jouaient vraiment leur rôle, eh bien il y aurait un contre-pouvoir, et c'est prévu dans la Constitution, ce contre-pouvoir législatif. Mais ils ne disent rien, donc effectivement, Donald Trump s'octroie tous les pouvoirs et il les utilise. Alors dans le quotidien, on le voit très bien dans son attaque donc de la justice. Quand il avait des problèmes avec la justice, il disait « c'est pas moi qu'on attaque, c'est vous, et je vais me défendre, non pas pour moi, mais je vais me défendre pour vous ». Il le fait dans ses attaques des médias, on le sait depuis longtemps, appelé « ennemi du peuple » dès qu'un média le critique. Et là, ça prend une proportion énorme, puisqu'il l'exclut même de la Maison-Blanche au détriment de la liberté d'expression garantie par la Constitution. Il exclut des journalistes qui ne suivent pas ce qu'il dit. Par exemple, typiquement, c'était le golfe du Mexique qu'il avait rebaptisé golfe d'Amérique. Eh bien, il a exclu des journalistes de l'Associated Press, la grande agence de presse, parce qu'il n'avait pas utilisé ce terme. Donc, il est en train de d'ailleurs modifier complètement la couverture médiatique, alors qu'il adore les médias, il adore les journalistes. C'est certainement le président qui parle le plus aux journalistes. Donc, au nom du peuple, effectivement,
effectivement, il n'arrête pas de tester les limites de la Constitution et s'attaquer aux institutions. Ouais. Restez avec nous, Elisabeth Guillet. Il a besoin des journalistes quand ils le suivent, peut-être. Donald Trump, c'est une machine médiatique, c'est-à-dire qu'il sait comment attirer l'attention des médias. Ce qui était très intéressant dans sa réélection est qu'il a été le candidat qui a dépensé le moins des deux candidats en termes de dépenses de campagne. Et pourtant, il a réussi à gagner parce qu'il fait tout le temps le buzz, il crée tout le temps l'événement, il connaît parfaitement les rouages médiatiques et en même temps, il tape sur les journalistes dits de l'establishment et ça fait partie des sports très appréciés en démocratie, de taper sur les journalistes, qui fait partie des professions souvent détestées. Il s'en prend à certains journalistes, pas à tous, mais aux journalistes dits de la gauche progressiste, la gauche intellectuelle, et l'anti-intellectualisme aussi fait partie du trumpisme. Alors, redonner une voix au peuple et rendre sa grandeur à l'Amérique, Donald Trump se livre à une attaque en règle, on l'a vu, des institutions. C'est quoi la recette de son charisme? Je vous pose la question avant de me tourner vers vous. Vous dites faire primer la volonté sur les institutions, la force sur le compromis, la politique sur le droit. Il y a la question migratoire en ce moment qui est peut-être emblématique de sa politique. Ce n'est pas du bluff, il en avait fait un de ses chevaux de bataille. Il passe à l'acte, tout le monde a vu ces images notamment d'arrestations en pleine rue. Oui, alors il y a deux choses. Il y a son langage et la mise en scène de ses actions. Donc le langage, il utilise un langage populaire, vulgaire, on pointe souvent le faible nombre de mots qu'il utilise, mais c'est justement ça qui lui donne une audience envers les électeurs éloignés de la politique, plus abstentionnistes, qui connaissent moins le fonctionnement de la politique, voire pas du tout. Et donc ça leur parle. Et le deuxième élément, c'est la mise en scène. La politique migratoire est un très bon exemple, c'est-à-dire que lorsque Donald Trump arrive au pouvoir à nouveau au début 2025, il y a un stock de 3,5 millions de cas d'étrangers en situation irrégulière qui sont englués dans les rouages des tribunaux de l'immigration aux États-Unis qui dysfonctionnent depuis des années et des années. Donc Donald Trump, dans les faits, et ce qu'il ne met pas en avant, c'est qu'il va plus accélérer, essayer de faire accélérer le traitement de ces cas, mais il ne peut pas aller plus vite que la musique en quelque sorte. Mais il va mettre en scène des opérations musclées où il a toujours associé depuis sa première campagne l'immigration et la criminalité, donc il va se donner à voir de préférence dans des villes démocrates pour dire regardez, nous sommes très forts, nous sommes contre les laxistes démocrates et ces méchants immigrants illégaux, nous les renvoyons chez eux. Mais quand on regarde les chiffres, ces expulsions-là sont une toute petite part de l'ensemble et la plupart de ces reconduites à la frontière ou expulsions sont dans les tribunaux administratifs. Ouais. Ça veut dire qu'il y a encore, on va l'esquisser, on va aller voir Elisabeth à New York sur la question des contre-pouvoirs. Vous le disiez tout à l'heure, il y a le populisme quand on est candidat et quand on est président. Là, il a quand même sur son chemin la Constitution notamment, même s'il essaie toujours de la contourner. Oui, il a effectivement la Constitution sur son chemin, mais il faut bien comprendre que cette fois-ci, Donald Trump est arrivé au pouvoir infiniment plus préparé, avec en fait un planning fourni en partie par certains think tanks. On a beaucoup parlé de la Heritage Foundation et du projet 2025, mais il y en a d'autres qui étaient à la manœuvre. Ces gens se sont servis de Donald Trump un petit peu comme une voiture bélier pour faire exploser certaines limites qu'impose la Constitution et finalement il est arrivé au pouvoir avec des manœuvres préparées pour contourner tout cela. Donc chaque fois que les cours, qu'elles se soient au niveau des États ou que ce soit la Cour suprême ou que d'autres essayent de l'entraver, il a en quelque sorte une façon de passer outre, ou tout simplement, il renverse la table. Alors il renverse la table. Alors est-ce qu'il a encore des contre-pouvoirs? Elisabeth, promis dans un instant, mais d'abord regardez ces images qui ont fait le tour du monde. Elles étaient impressionnantes. C'était il y a une semaine à peine. No king, pas de roi aux États-Unis. Des manifestants anti-Trump. Regardez cette séquence que nous avions diffusée à cette occasion sur TV5 Monde. Donald Trump, caricaturé en enfant roi capricieux, en clown et bien d'autres choses. Mais derrière le rire, la gravité du moment n'échappe à personne. Les manifestants dénoncent les dérives autoritaires du président américain. 3000 rassemblements à travers le pays, environ 7 millions de personnes selon les organisateurs, rassemblés à l'appel du collectif No Kings, pas de roi.
C'est la deuxième journée nationale de mobilisation après celle de juin et peut-être la plus massive jamais organisée contre Donald Trump depuis son arrivée au pouvoir. Bien sûr. Nos droits sont en train de disparaître, comme je l'ai écrit sur ma pancarte. La liberté d'expression est en train de disparaître, la séparation des pouvoirs est en train de disparaître, la liberté de la presse, ce sont toutes ces choses qui font la grandeur de l'Amérique. Des personnes sont arrachées à leur foyer, à leur travail. Je n'aurais jamais pensé voir le jour où nous deviendrions l'un de ces États policiers. Voilà, et regardez la réponse de Donald Trump, vous l'avez sans doute déjà vue, elle n'est pas conventionnelle, c'est le moins qu'on puisse dire, lorsqu'en principe un dirigeant d'une grande puissance est attaqué, vous la découvrez, donc on le voit à bord d'un avion, et ça se passe de commentaires. Voilà pour cette image. Elisabeth Guedel, on vient d'entendre « État policier », disait cette manifestante. Est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs aujourd'hui aux États-Unis ? Alors, il y a les Américains dans les rues, on le voit, des millions d'Américains, mais pour le moment, ça n'a pas beaucoup d'effet, si ce n'est que ça pourrait pousser un petit peu les partis politiques à réagir. Hein. Les démocrates, on ne les entend pratiquement pas, mais ils pourraient être poussés donc par les électeurs. Pareil pour le parti républicain, les républicains au Congrès. Il y a une résistance aussi des universités, on en a moins parlé. Il y a eu le bras de fer avec l'université d'Harvard, mais il y a aussi sur 9 universités qui ont reçu un pacte d'éducation de Donald Trump, qui ont refusé d'adhérer à ce programme très intrusif dans leur façon d'enseigner, en échange d'avantages fiscaux avec des grandes universités comme le MIT notamment, ou l'université de Columbia ici à New York. Donc il y a un refus, mais est-ce que cette résistance est énorme? En tout cas, il ne peut pas appliquer tout ce qu'il veut dans les universités. Et puis après, il y a la justice, hein, ça tient encore un peu. Donald Trump avait nommé énormément de juges fédéraux de première instance, mais quelquefois, eh bien, ça ne marche pas, comme à Portland. C'est une juge qu'il avait nommée, eh bien, qui a refusé l'envoi, le déploiement de troupes dans la ville en disant que c'était pas justifié, parce que Donald Trump grossit évidemment ce qui se passe sur le terrain pour justifier l'envoi de militaires dans les villes actuellement. Et puis ce qui va être intéressant de voir, c'est jusqu'où va aller la Cour suprême, hein, à forte majorité conservatrice, 6 juges sur 9. Est-ce qu'elle va oser s'affronter et repousser des décrets de Donald Trump? Mais le souci de cette majorité conservatrice, eh bien, c'est d'éviter au maximum de se mettre en porte-à-faux avec le président des États-Unis au nom de la stabilité du pays et des institutions. Et donc, on va voir comment, justement, ces 9 juges vont réagir, notamment les 6 républicains de cette Cour suprême, qui est donc la décision, la juridiction la plus élevée, hein, aux États-Unis, et que Donald Trump espère toujours atteindre dans l'espoir que cette Cour lui donne raison. Alors, on poursuit avec cette question, d'ailleurs, qui est celle du débat. Y a-t-il une dérive autoritaire où là, vous dites, attention, il y a quand même une importance dans les mots. Pour vous, il n'y a pas de dérive autoritaire de Donald Trump, malgré sa politique de ce que vous appelez le coup de menton, c'est ça? Oui, alors tout dépend de ce qu'on appelle autoritaire. C'est-à-dire qu'en Europe, on a une certaine référence quand on parle d'un régime autoritaire. Aux États-Unis, un président qui va trop loin dans l'exercice de ses pouvoirs est qualifié d'autoritaire. D'autres, avant Donald Trump, avaient pu être qualifiés d'autoritaires par leurs opposants. On pense à George W. Bush, par exemple, dans la foulée du 11 septembre 2001. La société américaine est une société ouverte. Et ça fait partie des grands facteurs de résistance aux véritables régimes autoritaires tels qu'on peut les entendre en Europe. Et il y a des contre-pouvoirs démocrates. Les démocrates ne font pas rien parce que les États-Unis sont un pays fédéral. Et dans un pays fédéral, tout n'est pas décidé à Washington. Même si Donald Trump parle, sa politique de coup de menton fait comme si c'était lui qui décidait de tout. Mais en réalité, ça ne se passe pas exactement comme ça. Donc les démocrates peuvent résister de différentes manières. Ils peuvent résister au niveau des assemblées des États, par exemple, pour prendre des lois sanctuaires, dites sanctuaires, qui vont contrecarrer les mesures de Donald Trump, par exemple sur l'avortement ou sur l'immigration. Ils peuvent aussi, au niveau des États, lancer des procédures en justice. Alors,
Trump a aussi des moyens de les contrer, hein, évidemment. On voit aussi les démocrates au Sénat qui engagent un rapport de force avec la paralysie budgétaire. Hein. On est encore dans le shutdown. Là, on arrive presque à un mois de shutdown, de gel de. Il y a quand même un match, en tous les cas. Les démocrates sont quand même là, même si, comme le dit Elisabeth, c'est compliqué. Catherine Fieschi, dans son livre, Elisa Schell parle évidemment aussi de l'Europe. L'Europe n'a, selon vous, je parle sous votre contrôle, pas tiré les leçons de ce qu'est le Trumpisme. Vous dites aussi dans votre livre que le Trumpisme ne s'exporte pas, qu'il inspire mais qu'il ne s'exporte pas. C'est vrai que c'était un peu facile, hein, Javier Milei, le Trump argentin, le Trump des tropiques, il me semble que c'était pour Jair Bolsonaro, l'ex-président qui a été condamné d'ailleurs aujourd'hui au Brésil, enfin aujourd'hui, ces derniers temps. Oui. L'Europe dans tout ça? Alors, je pense que l'Europe joue un rôle particulier, aussi bien pour Donald Trump que pour ceux qui l'entourent. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit véritablement quand même d'une galaxie MAGA avec chacun des rôles différents. Je pense quand même que pour eux, il y a une véritable méfiance vis-à-vis de l'Union européenne. Je crois qu'il y a un véritable dédain, un vrai mépris vis-à-vis de l'Union européenne. Mais ensuite, ils sont aussi capables d'essayer de construire des ponts, de construire des rapports avec certains pays de l'Union européenne. On pense à la Hongrie de Viktor Orban, évidemment. Alors oui, il y a ceux avec lesquels ils veulent construire un rapport parce qu'ils se sentent plus idéologiquement alignés, et puis il y a ceux avec lesquels ils veulent un rapport un peu transactionnel, bilatéral, plutôt que d'avoir à se dépatouiller avec 27 États membres. Avec 27 États membres et surtout avec la Commission européenne. Donc je pense que ce mépris, il est réel. Et quand vous dites ça ne s'exporte pas, c'est vrai. Mais en même temps, c'est vrai aussi que ça en inspire certains. Ça en inspire certains. Merci beaucoup, Catherine Fieschi, pour votre éclairage. Merci, Elisabeth Schell, pour votre éclairage également. Et merci à Elisabeth Guedel, notre correspondante, qui nous a accompagnés en direct de New York.